Quels changements sociaux et économiques seront nécessaires pour réussir notre transition énergétique? C'est la question qui s'est posée lors de ces assises européennes de la transition énergétique avec Patrick Vivray qui nous fait le plaisir d'être sur ce plateau. Bonjour Patrick Vivray, vous êtes pour la présentation philosophe, ancien conseiller référendaire à la Cour des comptes, auteur du rapport Reconsidérer la richesse. Vous êtes intervenu ce matin lors de ces assises. Une plénière durant laquelle vous avez parlé de fractures. Nous sommes confrontés aujourd'hui à des fractures. Quelles fractures principalement, Patrick Vivray? Trois grandes fractures. La fracture écologique, bien sûr, dont la manifestation la plus évidente est celle du dérèglement climatique qui était l'objet de la COP21, mais il y a aussi la question de la biodiversité, celle des grandes pollutions. La fracture sociale, celle qui correspond à ce chiffre terrible donné encore récemment par Oxfam, la fortune de 62 personnes égale au revenu de 3,5 milliards d'êtres humains. Et puis la fracture au cœur de l'économie financière qui correspond à la démesure de l'économie spéculative. 2% seulement des transactions financières quotidiennes qui correspondent à de l'économie réelle, à des biens et des services effectifs. Donc quand on regarde ces trois grandes fractures, c'est intéressant de repérer qu'il y a un même élément, c'est ce qui les rend systémiques, ces fractures. Cet élément, c'est d'abord la démesure, ce que les Grecs appelaient l'hubris, des mesures de l'économie spéculative, des mesures des inégalités sociales, des mesures du modèle productiviste et extractiviste, mais j'ai insisté sur le fait que la démesure n'est elle-même qu'une conséquence de ce qu'on peut appeler les économies du mal-être, de la maltraitance et du mal de vivre. Donc il y a une compensation, oui, on fait une compensation énergétique notamment sur le mal-être. Exactement, il y a une compensation énergétique. Avec Abdenour Bidar, nous avons l'un et l'autre beaucoup travaillé sur la question de la fraternité. Nous avons mis en évidence ce qu'on peut appeler le double dérèglement climatique, c'est-à-dire le réchauffement moyen sur le plan écologique. Il correspond aussi à ce qu'on peut appeler une glaciation sur le plan émotionnel et relationnel. Et on comprend bien, plus les gens sont solitaires et dépressifs, et plus ils compensent par de l'énergie physique. Inversement, plus ils sont solidaires et heureux, c'est pour ça que le thème du buen vivir, du bien vivre, de ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse, est un thème fondamental. Et moins ils ont besoin de compenser par de l'énergie au sens technique du terme. Alors du coup, vous avez donc repris cette expression de Pierre Rabhi, sobriété heureuse, et puis cette organisation du buen vivir, le bien vivre. Vous avez dit, ça suppose, pour arriver à ce stade du bien vivre, de traiter aussi une autre transition parallèlement à la transition énergétique, celle du pouvoir. Pourquoi ? D'abord parce que le pouvoir est lui-même une énergie. Et il suffit de rappeler le sens grammatical du verbe pouvoir. C'est un verbe qu'on décrit en lettres minuscules qui suppose des compléments. Un pouvoir de, donc c'est un pouvoir de création. On retrouve l'énergie et ce pouvoir de création va être démultiplié par la coopération. Mais si vous écrivez le mot pouvoir comme un substantif en majuscule, à ce moment-là, c'est un mot qui se suffit à lui-même et le rapport n'est plus entre création et coopération, il est plutôt entre domination et peur. Peur des dominés face aux dominants, peur des dominants entre eux parce que ce pouvoir qu'ils ont eu tant de mal à conquérir, ils ont peur de se faire prendre. Donc, et ça, c'est antagoniste avec le buen vivir, justement, le bien vivre. On ne peut pas faire avec... Exactement, parce que ce pouvoir-là est un pouvoir en surplomb, un pouvoir menaçant, un pouvoir qui n'est pas à l'écoute des potentialités créatrices de la société civile. Donc nous ne pouvons, pour réussir pas simplement la sobriété énergétique, mais la sobriété heureuse, celle de la transition vers des sociétés du bien vivre, que si nous avons aussi
une mutation qualitative de la démocratie qui va vers ce pouvoir créateur. Ce qui est en général le cas d'ailleurs du côté des élus locaux. La plupart des élus locaux, ce qui les intéresse, c'est la dynamique de leur territoire. Donc ils sont dans une fonction ministérielle au sens de service. Mais quand vous êtes dans du pouvoir de conquête, de domination et de rivalité, là vous êtes aux antipodes et de la sobriété heureuse, mais vous n'arrivez pas non plus à mettre en œuvre la sobriété énergétique. Donc quel regard vous portez sur des initiatives qui peuvent être menées par les territoires et qui sont mises en lumière aussi ici lors de ces assises européennes de la transition énergétique, des initiatives d'élus locaux? C'est pas seulement, ce sont des initiatives de co-construction, c'est un terme avec d'autres acteurs, oui. Et notamment avec tous les acteurs du côté des réseaux de citoyens, tous les acteurs non étatiques. Par exemple, vous avez eu le sommet mondial des territoires sur le climat à Lyon. Au moment de la COP21, vous avez une initiative très importante qui s'appelle le Serment de Paris, sur le modèle du serment du jeu de paume, et qui est autour d'une mise en œuvre effective d'une citoyenneté terrienne. Le titre de ce texte, c'est « Citoyens du peuple de la Terre, créons notre propre pouvoir ». Et nous allons avoir prochainement, à la mi-mars, une rencontre avec le secrétariat général des Nations Unies pour voir comment, conjointement, les Nations Unies et ce qu'on peut appeler la société civique mondiale, pas simplement civile mondiale, peuvent travailler là aussi à une co-construction qui se joue aussi bien dans les territoires locaux qu'au niveau du territoire planétaire. En deux mots, pour conclure, au regard de ce que vous avez décrit, ce qui s'est passé durant l'année 2015 notamment, est-ce que vous êtes optimiste pour le monde de demain et la transition qui s'engage? Vous savez, j'aime bien la phrase de Mathieu Ricard qui dit « Il est trop tard pour être pessimiste ». Les défis qui sont devant nous sont colossaux. L'humanité peut se perdre dans ces défis, elle peut aussi franchir un seuil qualitatif dans la voie de sa propre humanisation. Nous sommes au cœur du conflit entre Eros et Thanatos, comme le disait déjà Freud, et c'est la raison pour laquelle j'ai inscrit mon propos dans ce que j'appelle la stratégie érotique mondiale. Stratégie érotique mondiale, vous avez décrit ça lors de la plénière. Merci beaucoup Patrick Vivray pour cette participation à ce plateau télé, cette participation plus globale aux assises européennes de la transition énergétique. On se retrouve juste après.